Alors, je vais inviter Bertie à venir. Si j'ai bien compris, voilà ce qui se dit. Le bateau, enfin ce qu'on entend ici depuis quelques années, le bateau pourrait couler, le bateau coule, mais, en fait, il n'a pas coulé. Voilà. Donc, il prend l'eau, mais il n'a pas coulé. Et dans ces conditions, on se dit qu'il y a peut-être des nouveaux candidats, qu'il y a peut-être des solutions auxquelles on n'a pas pensé, ou on les connaît, mais on n'ose pas les déployer. Donc, pour ça, eh bien, nous avons la chance d'accueillir Bertie Tarot. Alors, Bertie Tarot, voilà, vous allez récupérer un micro que Laurent Piette a laissé là-bas. Bonjour et merci d'être avec nous. Ouais. Voilà. Donc vous êtes sociologue, Oui. vous êtes enseignante-chercheuse à l'ESA, École supérieure des agricultures. Ça a changé depuis que j'ai fait ma formation. Et vous êtes membre de la chaire mutation agricole qui est basée À Angers, à l'ESA. D'accord. C'est un partenariat avec un certain nombre d'acteurs socioprofessionnels pour justement traiter de questions qui les concernent. Très bien. Alors, moi, j'attends votre petite présentation. Alors, je sais qu'elle est très dense, mais elle va être aussi assez synthétique. Moi, j'attends que vous nous décrassiez la vision, le mot est pas très beau, mais ça va être ça, je crois, la vision qu'on peut avoir des héritiers, les enfants agriculteurs et les NIMA. Aujourd'hui, on fait 2 blocs. Alors, je ne sais pas s'il y a blanc et noir ou rose et gris, mais je crois que ce n'est pas tout à fait ça. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Vous avez mené une enquête avec beaucoup de finesse sur des candidats à l'installation. Donc, moi, j'ai hâte de découvrir qui sont ces agri-novos. Vous le faites en français ou en anglais ? Ça va être en français. Merci. Bon, merci pour les défis, Valérie. C'est parti. Donc, effectivement, on a mené en 2024 une étude sur les nouveaux agriculteurs. Notre idée, c'était d'essayer de mieux les connaître parce qu'on fait le constat, et on n'est évidemment pas les seuls, que les installations en agriculture sont devenues plus tardives. Donc il se passe plein de choses avant de devenir agriculteur. Et notre hypothèse, c'est que toutes les expériences qu'on traverse avant de s'installer vont faire quelque chose sur notre façon de devenir agriculteur et d'exercer le métier. Donc on a besoin de connaître les profils de ces nouveaux agriculteurs. Et notre hypothèse aussi, c'est de se dire il ne suffit pas de savoir qu'on est issu du milieu agricole ou qu'au contraire, on n'a pas de parents agriculteurs pour tout dire. Il se passe d'autres choses et on veut savoir quoi. Être un peu plus fin autour de ça. Donc pour creuser cette question, on a conduit une enquête par questionnaire auprès de tous les agriculteurs installés en 2018 et en 2022 en France métropolitaine. Donc on a eu la chance de pouvoir adresser un sondage par mail aux 26 188 exploitants concernés et on a eu un taux de réponse très satisfaisant. Et donc je vais vous présenter des résultats qui sont basés sur à peu près 3500 réponses. Cet échantillon, on l'a redressé, donc il est représentatif des agriculteurs et des agricultrices qui se sont installés en 2018 et en 2022. Quels résultats retenir ? Je vais essayer effectivement d'être un peu synthétique. Je vais faire comme Laurent, je vais aller vite, mais j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler un peu après. La première chose qu'on a essayé d'enquêter, c'est quel a été le parcours de ces agriculteurs avant de s'installer. Et pour faire ça, on leur a demandé assez systématiquement ce qu'ils faisaient 1 an avant l'installation, 2 ans avant l'installation, etc., jusqu'à 10 ans avant l'installation. C'est ce qui est représenté ici avec l'année de l'installation et ici, 10 ans avant l'installation. C'est ce qu'on appelle un tapis de séquence. Chaque ligne correspond à un individu et vous avez ici la légende. Donc, par exemple, on peut être salarié dans une exploitation agricole en rose avant de s'installer. On peut être aussi salarié dans un emploi non agricole en orange avant de s'installer et on voit que c'est devenu une norme. D'ailleurs, les 3/4 des nouveaux agriculteurs ont été salariés non agricoles avant de s'installer. Donc c'est massif, c'est la norme. Ce qu'on peut voir à partir de cette description un peu basique des trajectoires, c'est d'une part que l'âge moyen à l'installation recule, il est aujourd'hui de 34 ans. D'où l'intérêt de regarder ce qui se passe avant. Deuxième résultat général, le niveau de formation s'élève. 43% des nouveaux agriculteurs ont atteint un niveau d'études supérieures, c'est-à-dire post-bac. On voit que dans ces études, on a de la formation agricole en jaune qui se pratique juste avant de s'installer ou en début de séquence, mais aussi de la formation non agricole en bleu, que vous voyez ici, qui est relativement fréquente également. Voilà pour les résultats généraux, mais ce que montre aussi ça, donc ce tapis de séquence, c'est qu'il y a une vraie diversité de trajectoires avant de s'installer. Et on a réussi à la décrire également en distinguant 10 parcours types. Je vais aller assez vite. Un premier parcours type qui est très important, c'est ce regroupement-là de 3 classes
où ce qui va dominer, c'est le fait que ces nouveaux agriculteurs ont eu une période de salariat non agricole relativement longue avant de s'installer. La classe 1, par exemple, pendant les 10 ans avant l'installation, ils n'ont été presque que salariés non agricoles, et ça correspond à un tiers des nouveaux agriculteurs. Les classes 7 et 8 sont des variantes. On voit que parfois on a fait de la formation non agricole en début de séquence, ou parfois on s'est reconverti progressivement vers l'agriculture par du salariat agricole. Deuxième groupe de trajectoires, celle-là, deuxième ligne, c'est ce qu'on pourrait appeler des trajectoires un peu traditionnelles de préparation au métier. Ça commence pour les plus jeunes par de la formation non agricole, donc ça peut être le collège ou le lycée général. Puis après une formation agricole, donc en jaune, qui est parfois assez longue. Et enfin, pour certains, on va parfaire le cursus de formation par du salariat dans les exploitations agricoles. C'est le cas dans la classe 3 ou dans la classe 7. Donc, bien sûr, il y a des variantes entre ces trois classes, mais c'est, disons, un parcours de préparation qui passe par la formation agricole, puis l'emploi salarié pendant une courte période. Ça, en gros, ça représente un quart des nouveaux agriculteurs. Donc, ce qui peut être perçu habituellement comme normal ne l'est plus. C'est assez rare, finalement, par rapport à ce à quoi on pourrait s'attendre. Une classe intéressante, la classe 2, c'est une classe qui représente 15% de l'ensemble des nouveaux agriculteurs. On voit que pour la plupart, ils ont fait 10 ans de salariat dans des exploitations agricoles avant de s'installer. Donc, on apprend le métier beaucoup par l'expérience dans les exploitations. Et puis après, on a un ensemble d'autres classes moins nombreuses où on voit des périodes d'inactivité en rose assez longues, des personnes qui se déclaraient déjà agriculteurs avant de s'installer. Là, l'installation correspond plus à un changement de statut ou des bifurcations après un détour par le salariat non agricole. Ces trajectoires ne suffisent pas à décrire qui sont les nouveaux agriculteurs. On a eu besoin d'associer à la description de ce timing d'autres variables. Par exemple, quelle était la profession des parents, quels étaient les types de métiers occupés avant de s'installer, est-ce qu'on a eu plusieurs métiers avant de s'installer ou pas, le genre, l'âge à l'installation, etc. Ça nous a permis de décrire 6 profils types de nouveaux agriculteurs que je vais prendre le temps de vous exposer. Le premier profil type, on l'a appelé les héritiers bien préparés. Héritiers parce que leurs parents, un au moins des parents, est agriculteur et le plus souvent, ils ont d'autres agriculteurs dans la famille. Bien préparés parce que ce sont des personnes qui, typiquement, ont suivi une formation agricole et ont diverses expériences dans des exploitations agricoles avant de s'installer. Ce sont principalement des hommes, à 81%, et ils s'installent relativement jeunes, puisqu'ils ont, pour les 2 tiers d'entre eux, moins de 30 ans quand ils s'installent. Un tiers donc des nouveaux agriculteurs. Deuxième groupe très important, ce qu'on a appelé les héritières sans vocation. Héritières parce que là aussi, un au moins de leurs parents est agriculteur ou agricultrice, mais sans vocation dans la mesure où dans leur trajectoire, on voit qu'elles n'ont pas été préparées au métier d'agriculteur ou d'agricultrice en l'occurrence. Pas de formation agricole, rarement des expériences professionnelles sur des exploitations agricoles, d'autres métiers avant de s'installer hors de l'agriculture. Elles s'installent plus tard, vers 40 ans, souvent en reprise familiale et avec un lien au cédant pour le coup qui est très fort. Ensuite, on arrive à d'autres classes qui sont plus souvent des personnes dont les parents ne sont pas agriculteurs. C'est le cas des classes populaires rurales qui sont une classe assez nombreuse aussi. Elles représentent 16% des nouveaux agriculteurs. Dans cette classe, les parents sont ouvriers ou employés. Il n'y a pas d'agriculteurs dans la famille. Par contre, ce sont des personnes qui sont très socialisées au monde agricole par leur voisinage. Ils vont fréquenter des agriculteurs, faire des stages dans des exploitations agricoles et souvent s'engagent dans une formation agricole assez jeune. Ensuite, on distingue les reconvertis des classes moyennes, qui sont là aussi une classe assez nombreuse, avec 20% de la population des nouveaux agriculteurs. Reconvertis, car ce sont des personnes qui ont eu d'autres métiers avant de devenir agriculteurs, souvent plus de 2 métiers hors de l'agriculture. Ce sont des personnes qui n'ont pas non plus de parents agriculteurs
et pour un nombre relativement important d'entre eux, ont vécu en zone urbaine avant de s'installer. Ce sont des personnes dont on perçoit qu'ils sont plus distants des sociabilités agricoles. Laurent parlait des enjeux d'insertion sociale. Effectivement, là, on voit que, par exemple, pour accéder aux terres, ils passent plus souvent que d'autres par des agences immobilières. Donc, ils ne sont pas dans les réseaux agricoles avant de devenir agriculteurs. Et enfin, un troisième groupe rassemble des personnes qui sont issues des classes supérieures urbaines. Pourquoi on les nomme comme ça? D'abord parce qu'ils sont pour la plupart cadres avant de s'installer en agriculture. Pour la plupart très diplômés, ils ont un bac plus simple et beaucoup d'entre eux vivaient en milieu urbain. Ils sont tous reconvertis, c'est-à-dire qu'ils ont exercé un métier de cadre non agricole avant de s'installer. Alors, cette classe, qui est souvent relativement médiatisée, on a pu la mesurer. Elle représente 8% des nouveaux agriculteurs. Et parmi eux, on peut distinguer deux sous-groupes qui sont sociologiquement assez différents. Vous avez un certain nombre d'agriculteurs qui sont en fait des enfants d'agriculteurs qui ont fait des études supérieures, ont occupé des positions de cadre, puis à un certain moment de leur carrière choisissent de s'installer. On les a appelés les contre-mobiles, des classes supérieures. Ils représentent 3% de l'ensemble des agriculteurs. Et on a un certain nombre d'autres agriculteurs dont les parents n'étaient pas agriculteurs et qui opèrent donc une reconversion et une entrée dans le milieu agricole sans en être issus. Ce sont les reconvertis des classes supérieures urbaines. Ils représentent 4% des nouveaux agriculteurs. Donc voilà pour le portrait d'ensemble de ces nouveaux agriculteurs. Et pour finir, je vous propose, je suis vraiment désolée pour la lourdeur de ce tableau, mais je pense que les résultats vont vous intéresser, vous interpeller. On est au SPACE, donc j'ai voulu vous montrer qui sont les éleveurs quand même, parce que là on parlait de tous les agriculteurs. Donc, pour lire ce tableau, petite consigne de lecture, vous avez en colonne mes types d'agriculteurs et en ligne les productions principales qu'ils ont déclarées. Donc, comment lire? On voit que les héritiers bien préparés, qui sont au nombre de 1165 dans notre échantillon, pour 21% d'entre eux choisissent d'être éleveurs de bovins laitiers. Donc, on voit un peu les choix de production faits ici par les héritiers bien préparés, qui vont aller vers des productions d'élevage plus que pour l'ensemble de l'échantillon. Bovins lait, bovins viande sont surreprésentés dans ce groupe-là, et porcins un petit peu surreprésentés par rapport à l'ensemble. On voit se distinguer des choix de production parmi les reconvertis des classes moyennes et des classes supérieures, qui, moins que l'ensemble, vont s'orienter vers des productions d'élevage bovin, plus que l'ensemble vont aller vers des productions d'horticulture et de maraîchage. Petite spécificité, quand ils vont vers l'élevage, ça va être vers l'élevage ovin-caprin ou vers les équidés. Enfin, on peut remarquer pour l'élevage de volailles le choix particulier des classes populaires rurales qui, plus que les autres, vont choisir l'élevage de volailles quand ils s'installent. Donc là, quand je vous présente ça, je vous dis, voilà, si on veut comprendre qui sont les héritiers et les choix qu'ils font, ils vont plutôt vers ce type de production. D'accord ? Ça nous aide à comprendre les types. On peut regarder les choses à l'inverse, c'est-à-dire, je travaille en élevage bovin-lait, qui sont les nouveaux éleveurs ? Donc je vous ai fait l'autre tableau. C'est les mêmes données, mais mélangées, traitées différemment. Donc si jamais vous êtes spécialisé en bovin-lait, vous voyez que votre public, quand vous regardez les nouveaux éleveurs, est composé principalement d'héritiers bien préparés. 56% des éleveurs de bovins-lait sont des héritiers bien préparés, ou d'héritières sans vocation. Ce qu'il faut retenir, qui me semble assez intéressant, c'est qu'on a certaines productions avec des profils sociaux relativement restreints ou homogènes, disons. Ça va être les éleveurs bovins, principalement, où on voit que c'est plutôt des héritiers qui choisissent ces productions. En revanche, vous avez d'autres types de productions avec des profils plus diversifiés, par exemple l'élevage ovin-caprin ou l'élevage de volailles. J'en arrive à quelques éléments de réflexion pour conclure et pour ouvrir, parce que je ne peux évidemment pas tout vous présenter. Je rebondis sur le point soulevé par Laurent en conclusion, sur les enjeux du renouvellement des générations ou de l'installation. Et il montrait que, en fait, il y a des enjeux autour de l'investissement, des ressources sociales et foncières pour s'installer. Ce qu'on montre à travers cette enquête-là, c'est que
ressources pour s'installer sont très différemment réparties selon que l'on est héritier ou pas, selon qu'on est issu des classes supérieures ou des classes populaires. Et donc, l'origine, la position sociale, l'âge à l'installation vont beaucoup conditionner la façon de rentrer dans le métier et de devenir agriculteur. Ensuite, les façons d'exercer le métier sont aussi très liées à ce qu'on va appeler les socialisations pré-installation. Et là, je ne vous ai pas montré ça, mais ça va être l'objet de la table ronde. On voit par exemple que des socialisations urbaines ou hors de l'agriculture vont amener les agriculteurs à choisir plutôt des exploitations de type paysanne, alors que des socialisations agricoles, familiales et scolaires vont plutôt amener les agriculteurs à rentrer dans des grandes exploitations collectives, par exemple, et conventionnelles. On a des cas de socialisation plurielle. Ce sont les contre-mobiles des classes supérieures qui traversent différents milieux sociaux avant de s'installer, ou les classes populaires rurales qui sont issues de familles non agricoles et qui découvrent le monde agricole. Et ça amène à des entreprises agricoles plus contrastées et parfois plus diversifiées. Voilà. Et puis enfin, le choix de l'élevage, et je crois qu'on va en discuter, est socialement très sélectif. Et c'est un enjeu pour le renouvellement des populations d'éleveurs, évidemment, à l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Bertie Tarot, pour cette étude tout en finesse. Est-ce qu'il y a des choses qui vous ont surprise au résultat, vous et votre équipe? Oui, il y a des choses qui nous ont surprises. La mesure, déjà, de certaines catégories. Nous, on voit beaucoup dans nos écoles des contre-mobiles des classes supérieures, à l'ESA en particulier. Repérer qu'ils étaient 3% au final parmi les nouveaux agriculteurs, c'est important. Ça nous remet les idées en place. Voilà, parce qu'on les voit beaucoup dans les médias, mais il n'y a pas que, en fait. Il n'y a pas que. Très bien. Merci beaucoup.